Alors, ce qui a déclenché l'écriture du manteau de Greta Garbo, c'est le manteau de Greta Garbo. C'est-à-dire que je l'ai acheté dans une vente aux enchères à Los Angeles, où je m'étais rendue pour faire un documentaire en fait sur la garde-robe de Greta Garbo qui était mise en vente. Et j'avais parié que chaque vêtement, enfin certains vêtements, pouvaient raconter sa vie et dévoiler ses zones d'ombre, parce que c'était une star très secrète. Et puis tout d'un coup, j'ai complètement eu un coup de foudre pour ce manteau, un manteau rouge que j'ai acheté, il valait pas très cher, il n'est pas parti pour très cher. Et je pense qu'à partir de là, a commencé une réflexion sur le vêtement, et a commencé une réflexion sur pourquoi j'avais eu envie de m'habiller avec un vêtement choisi, aimé et porté par en fait la plus grande star mondiale, mais en même temps aussi une femme qui était morte. Une femme qui a été beaucoup trahie dans sa vie. Non, jamais, je voulais pas du tout écrire un livre. À la base, je suis critique littéraire. Aux Inrecuptibles, je trouvais qu'il y avait beaucoup de critiques littéraires qui écrivaient des romans. Je trouvais que critique littéraire, c'est très noble, c'est pas... Voilà, c'est une fonction très bien. On n'a pas à l'utiliser comme une forme d'antichambre pour enfin publier un livre et devenir écrivain. Puis je pensais pas on n'a pas une injonction, une obligation à être écrivain. Et puis j'aurais mieux fait de me taire parce que finalement c'est venu comme ça. Et je pense que j'avais traversé quelques événements aussi douloureux de ma vie. Je pense que ça commençait un peu à me peser et à être un peu, enfin je dirais pas dangereux, mais quand on accumule trop de choses négatives, je pense que c'est bien de les sortir. J'ai adoré cette écriture par fragments où j'ai pu faire s'entretisser à la fois plusieurs narrations, plusieurs histoires, plusieurs personnages, donc plusieurs trajectoires de plusieurs personnages, parce que c'est pas un biopic de Garbo, Garbo est un des fils rouges, mais il y a d'autres fils rouges. Et puis aussi ça me permettait de faire s'entrecroiser plusieurs réflexions, de passer d'une narration très intime, puisque je m'y mets à un moment donné. Je raconte aussi mon histoire à un moment donné en fragments aussi, un peu dispersés dans le livre et mêlés aux fragments des autres. Quand j'ai commencé le livre, je ne m'attendais pas du tout à parler de mes origines arméniennes. Et puis surtout, j'étais quand même très intéressée par le vêtement. J'adore le vêtement, j'adore m'habiller, j'adore la mode. En même temps, je critique aussi tout ça. Et c'est en écrivant, tout d'un coup, je me suis dit, mais bien sûr, en fait, j'ai grandi dans un atelier de confection. J'avais complètement omis ça. Et ma mère, en fait, travaillait dans un atelier de confection avec ses sœurs. Donc c'était un tout petit atelier de confection à Alfortville. Et c'est vrai qu'après l'école, j'allais la rejoindre, l'attendre à l'atelier de confection. Le mercredi, je passais mes journées là-bas. Et donc c'est vrai que j'ai grandi entourée de machines à coudre, de femmes qui cousaient, de vêtements de robes qui se font. Et c'est vrai que les robes qui se font, en fait, avant elles sont un peu démembrées, avant qu'elles soient rassemblées. Alors il y avait les piles de manches d'un côté, il y avait les piles de jupes de l'autre, les piles de col de l'autre côté. Et il y avait un côté un peu fantomatique, c'est-à-dire que j'en ai gardé quelque chose, d'où l'atmosphère un peu romantisme noir et gothique du livre, c'est-à-dire je voyais au fond ces corps démembrés et qui allaient être reconstitués par ma mère et mes tantes pour donner des vraies formes comme un autre corps qui allait surgir de ce démembrement. Et je voyais, ce qui m'avait frappé, c'était ces rangées de robes toutes identiques accrochées comme ça ensemble. Et c'est vrai que ça a aussi influencé une réflexion sur le double, le clonage, ces robes vendues en masse, et puis aussi ces corps vides, en fait, la robe qui peut être considérée comme une seconde peau, là, elles étaient toutes en rangée alignées, c'était comme une peau vidée de son corps. Et c'est vrai que cette réflexion et ce roman sur le style de Garbo, les vêtements, ma garde-robe et tout ça, ça m'a assez vite menée à m'interroger sur la présence ou l'absence du corps. Parce que je me disais, bon, c'est bien les vêtements, mais
un moment donné, je me suis dit, mais où est le corps? Voilà, où est le corps à l'intérieur? Et, évidemment, les corps disparus, dont il ne reste que des vêtements, ça fait évidemment référence à la mort, voilà, à la mort de vieillesse, disons, pour une mort assez douce, mais ça fait aussi, ça m'a très vite renvoyé au génocide arménien. On savait quand même petit, qu'il y avait eu un génocide arménien, on savait pourquoi nos grands-parents avaient émigré en France, mais finalement, au-delà de ça, il n'y avait pas vraiment d'arbre généalogique, il n'y avait pas de récit du passé, puisque ma grand-mère est venue à Paris en France quand elle avait 5 ans, et je n'ai pas connu enfin j'avais 2-3 ans que mon arrière-grand-mère qui, elle, a vécu le génocide, est morte. Donc finalement, il n'y avait pas vraiment de transmission de ce qu'avait été la vie en Arménie et ce qu'avait été le génocide, comment ils l'avaient vécu. Donc évidemment, je me suis, jeune adulte, j'ai lu les livres d'histoire et tout ça, mais en tout cas, c'est vrai que pesait sur ma vie une sorte de non-dit. Et très tard, j'ai interrogé une de mes tantes qui m'a raconté cette histoire de mon arrière-grand-père qui est mort dans les prisons turques et dont ma famille n'a pas pu récupérer le corps pour l'enterrer. Et c'est vrai que je pense que tous ceux qui sont marqués par un génocide se transmettent d'une certaine façon cette histoire. On a tous des corps sans sépulture. Et un corps sans sépulture nous hante d'une certaine façon. D'une façon ou d'une autre, ça revient. Et ça revient par l'absence. Cette absence, finalement, de récit et cette absence de corps se répercute dans le récit, dans mon propre récit, puisque tout d'un coup, j'ai compris pourquoi j'avançais de façon fragmentée. C'est-à-dire, il y a des fragments de texte, mais entre les deux, il y a des trous, il y a des vides. Il y a des espaces, il y a des ellipses, il y a des choses qui ne sont... Il y a d'indicibles, en fait, entre ce qui est dissible. Et en tout cas, là où j'étais très contente, c'est de pouvoir parler notamment du génocide arménien, de l'effet que ça a sur des générations, parce que moi je crois que je suis à la 3e, 4e génération. Et je pense que ça n'est pas fait en France. C'est-à-dire, je ne vois pas d'écrivains arméniens qui s'emparent du génocide comme les écrivains juifs l'ont fait pour la Shoah. Leur corps s'était désintégré depuis longtemps, et pourtant ils projetaient encore leurs ombres sur nous, petits vêtements tissés dans le noir de leur mort, aussi impalpables que l'abysse. Où était-ce nous qui les revêtions pour leur donner un semblant de vie, contredire leur mort parce que l'accepter, c'était accepter leur massacre. Ils avaient été déportés en masse dans le désert. Rien ne se racontait d'un peuple réduit au néant. Les rescapés ne se racontaient rien pour mieux s'adapter à leur nouvelle vie, pour ne pas entraver leur descendance vers une intégration possible. Rien, sauf cette image que tous se transmettaient en baissant la voix, ces femmes enceintes éventrées vives, à qui l'on retire l'embryon qu'elles portent, parfois même le bébé déjà formé, sanguinolent, et qu'on égorge sous leurs yeux, ou alors qu'on abandonne dans le désert, sous le soleil implacable du désert, laissant à ceux qui virent cette mort spectacle une image mentale indélébile. Ces petits corps inachevés brûlant sous le soleil, se consumant à petit feu.